Salut les devins, c'est Saikyo. Comme j'ai pu vous l'indiquer durant l'un de mes streams ou encore directement en vidéo sur Boruto, cela fait plusieurs mois que je tente de m'instruire et d'éveiller certaines réflexions philosophiques en prenant notamment connaissance de plus en plus de travaux et de pensées de divers ouvrages et directement de divers auteurs. Alors là où on a pu aborder les thèmes de transcendance, de finitude, gravité autour des travaux de Spinoza, de Descartes ou encore de Kant à l'intérieur du sujet dédié à Boruto, qui d'ailleurs vous a beaucoup plu, sachez en tout cas que moi j'ai pris un plaisir fou à le réaliser. Aujourd'hui je voudrais revenir sur les arcs moraux et Granola en particulier de Dragon Ball Super, bien que on pourrait l'étendre à la vie globale du personnage de Vegeta à l'intérieur de l'œuvre Dragon Ball, mais en m'enivrant quelque peu d'écrits philosophiques, notamment en lorgnant du côté du courant du stoïcisme, je n'ai pas pu m'empêcher d'établir une liaison avec le personnage de Vegeta et Beerus, et un rapprochement de ces deux avec l'enseignement de l'ultra-ego qui s'est établi de maître à élève évidemment. Alors le stoïcisme c'est quoi? Ce n'est déjà pas forcément un courant de pensée dans lequel je me reconnais pleinement, mais bien que je puisse avoir beaucoup de désaccords avec, il y a plusieurs points qui me semblent extrêmement pertinents, étant donné que tous les chemins de pensée pouvant mener au bonheur et à la vertu m'intéresse énormément. Le stoïcisme en faisant partie, en le vulgarisant quelque peu, c'est assez réducteur mais on va droit au but, ça revient dans un premier temps à savoir faire le distinguo entre ce que l'on peut contrôler ou non. Ça amène à une forme de concentration des pensées, des actions et des attitudes. Au-delà d'un état d'esprit, c'est aussi un mode de vie et à distinguer tous les éléments externes qui très souvent échappent à notre contrôle et par logique pure, notre esprit n'a pas besoin de se concentrer sur ces derniers vu qu'il n'a aucun contrôle sur eux. Deuxièmement, il faut se maîtriser soi-même. Il faut être plus que résilient face aux épreuves, avoir un bon contrôle sur ses émotions et faire preuve de calme même dans des situations exécrables. Au-delà de cela, que l'évolution des événements soit positive ou négative, il faut accepter le destin. Attention, il ne faut pas être figé dans le mouvement externe des événements, mais tel que le premier point l'indiquait, il faut distinguer ce que l'on peut contrôler ou pas à ce stade-là, et donc accepter sa destinée vis-à-vis de ce qui n'est pas contrôlable, l'acceptation de ce qui arrive et de ce qui est inévitable. Faisant du lien avec le deuxième point, garder son sang-froid en toute situation. Quatrièmement, dernier point de vulgarisation du stoïcisme, c'est la recherche de la vertu. Elle est au cœur de nombreuses philosophies, y compris du stoïcisme, mettant en avant le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. De nombreux penseurs, dirigeants et êtres humains de toutes époques s'y sont adonnés. Les prémices à cela remontent à plus de 300 avant Jésus-Christ, passant originellement par Zénon de Citium, plus connu et plus populaire Cicéron, mais surtout de manière plus contemporaines sur lesquelles on s'appuie très souvent, Épictète, et encore plus frais à l'époque actuelle mais reconnectant avec les bases de Zénon de Citium du stoïcisme, Marc Aurèle. Ce courant de pensée étant présenté en bonne et due forme, je pense que d'ores et déjà en entendant les 4 principes le constituant de manière très vulgaire évidemment, la distinction de ce que l'on peut contrôler ou non, la pratique de la maîtrise de soi, j'appuie d'ailleurs sur cela, la pratique de la maîtrise de soi et non pas la maîtrise de soi, soulignant la difficulté induite par le fait de se maîtriser tout le temps. On tend donc plutôt à pratiquer la maîtrise de soi plutôt qu'à se maîtriser tout le temps H24, l'acceptation du destin et finalement la recherche de la vertu. Alors je ne sais pas si Akira Toriyama s'est basé sur cela et j'en doute même un petit peu, je ne vais pas vous la jouer en mode oui, je suis sûr qu'Akira Toriyama a lu les travaux de tel ou tel philosophe, ce n'est pas cela, mais que cette tournure prise par l'écriture du personnage soit volontaire ou non, je trouve que le rapprochement entre les deux, voire même entre les entités Beerus, Vegeta, Ultra Ego et le stoïcisme, s'impose telle une évidence. Toute l'histoire de Vegeta représente ces principes-là depuis ses débuts en tant que méchant quasi ultime, jusqu'à devenir un être, on pourrait le dire au cœur pur. Son fameux speech lors du combat de Goku SJ3 face à Majin Buu pur est presque une synthèse de cela, mais dans Dragon Ball Super c'est allé encore plus loin. Dans l'arc Moro, on a vu Vegeta partir à la recherche de la vertu, directement sur la planète Namek, commençant par tenter de racheter ce qu'il a pu faire, ou plutôt méfaire dans le passé, sur l'ancienne version de cette planète-là, à savoir le génocide en partie de ce peuple. Il a même été jusqu'à sauver un enfant Namek, s'est interposé face à Moro, et bien que tenter de réparer le passé ne soit pas forcément l'un des fondements du stoïcisme, c'était une démarche de la part de Vegeta qui était en recherche d'équilibre pour s'inscrire dans ce mouvement-là. La démarche n'était peut-être pas la bonne, mais sur le plan psychologique, le besoin était d'ores et déjà affirmé. La maîtrise de soi était également l'un des piliers de Vegeta. On se rappellera tous de son entraînement
auprès du chef Yardra, Pibara. Cet entraînement qui pour les fans de Naruto a pu faire penser à celui du mode Sennin. La maîtrise de soi était l'axe principal de cet entraînement-là, que cela soit pour devenir plus fort mais aussi pour acquérir d'autres techniques, telles que le déplacement instantané, qu'il n'a a priori pas sauvegardé dans son arsenal mais qu'il a pu utiliser au bon moment. Alors évidemment, Vegeta n'a pas pu s'inscrire directement de but en blanc en tant que stoïcien parfait durant cet arc-là. On aura vu ses erreurs et ses errances, notamment lorsque ses vieux travers ressurgiront et qu'il trahira l'un des premiers piliers du stoïcisme, à savoir la distinction entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas. Ce qui aura mené Vegeta à vaincre Moro, mais sans aller au bout des actions sur lesquelles il a le contrôle, n'ayant pas la vision nécessaire pour comprendre que la situation était en train de lui glisser entre les doigts, que Moro se dirigeait tout droit vers l'absorption de 7-3 pour évoluer, surclasser totalement Vegeta et pour réduire au néant absolu l'éventail des capacités du Prince Saiyan. Sur ce plan-là, Vegeta s'est totalement foiré. Cependant, toujours en recherche de vertu et de maîtrise de soi, on aura pu voir qu'en toute fin de l'arc, Vegeta acceptera le destin. Encore une fois à ce moment-là de l'histoire, sa destinée n'était pas de briller en tant que le héros, n'était pas de glousser face à son adversaire qu'il allait écraser sous sa chaussure, mais de réaliser une fission spirituelle inversée qui aura eu des allures de Genki-Dama, il est vrai, qui aura pu même d'ailleurs capturer une certaine forme d'énergie de la part de Oob, lui-même guidé par le Dai Kaioshin, on s'en rappellera. Tout cela non pas pour avoir le dernier acte et le dernier mot sur Moro, mais pour pouvoir aider celui dont le destin était de le vaincre, Son Goku. Sans cette acceptation-là du destin de la part de Vegeta, Goku aurait été écrasé par Moro. Vegeta s'est tout de même avéré comme une pièce cruciale à l'échiquier de la victoire face au bouc relativement démoniaque, et heureusement qu'en mettant au moins la main sur 3 des piliers du stoïcisme, il put largement aider à obtenir la victoire. Cela dit, c'est dans l'arc Granola où je trouve que le lien entre Vegeta, Beerus et le stoïcisme prend toute sa saveur, avec l'introduction de l'Ultra Ego qui aura pu s'illustrer dans une certaine mesure face à Granola et face à Gas. Bon, pour Black Freezer on repassera plus tard, mais en tout cas il est vrai que l'Ultra Ego a beaucoup marqué et est même demandé aujourd'hui par de nombreux fans de Dragon Ball Super, que cela soit dans une adaptation animée ou bien dans des jeux. Derrière cette forme, derrière cette nouvelle puissance, ce nouveau power-up, cette énième même transformation de Vegeta et de personnages au sein de Dragon Ball, j'y vois une forte connexion avec les principes du stoïcisme. Et là où Vegeta était perdu durant l'arc Moro, il évoluait au final à tâtons, comme d'habitude, accompagné de Goku face à de nouvelles menaces, avec de nouveaux êtres plus ou moins loufoques type Merus ou Dai Kaioshin à rencontrer. Mais dans l'arc Granola, il s'est trouvé un guide, un maître à penser, qui certes n'est pas l'incarnation du stoïcisme, mais le représente plutôt bien, à savoir Beerus. Évidemment que le chat destructeur de l'univers 7 peut être impulsif, colérique à certains moments, il n'y a pas de doute. Même le maître de Vegeta n'a pas une maîtrise parfaite sur ce qu'il tente de lui enseigner. Et c'est aussi ainsi que l'humanité fonctionne, avec la transmission de par quelqu'un qui sait plus. Ça ne veut pas dire qu'il sait tout ou qu'il sait parfaitement. Bien que la maîtrise de soi de Beerus soit érodée de par ses agissements plutôt enfantins parfois, lorsqu'il est en action pour réaliser son job, autrement dit lorsqu'il ne dort pas, car la flemmardise le tue au sens psychologique et philosophique du terme, Beerus agit de sang-froid. Beerus agit avec maîtrise. Beerus détruit lorsque cela est nécessaire et assure son job. Pas assez, et cela lui aura valu le fait que son univers participe au tournoi, mais en termes de tempérament, on n'a pas affaire à un Sidra dans l'anime par exemple, qui nous paraissait assez faible d'esprit sous de nombreux aspects. On en est loin. En termes d'acceptation du destin, Beerus est plus ou moins contraint à accepter le sien, donc il n'y a pas forcément raison d'en discuter, mais par contre, Beerus, en tant que dieu de la destruction, accepte son rôle, mais surtout accepte celui de l'univers et la direction au final imposée par Zeno ou les Zeno et le Daishinkan. Il a donc une forme de devoir cosmique au sein de son univers pour en préserver l'équilibre. Beerus peut être capricieux en matière de nourriture, mais pas en matière de création et destruction au sein de son propre lieu d'action. Ensuite, en matière de recherche de la vertu, nommé en tant que Hakaishin de son univers, c'est bel et bien que Beerus la recherche au moins pour ce dernier. Bien que lui-même semble sombrer dans les affres à la fois de la gourmandise ou bien du sommeil, d'aucuns ne pourraient dire qu'il n'œuvre pas pour son univers, ni vis-à-vis des ordres qui lui ont été affublés. Là où ça devient plus que croustillant, c'est lorsqu'il apprendra à Vegeta à manier l'Ultra Ego. Alors évidemment, il y aura toute la phase d'entraînement physique, mais surtout spirituel et psychologique. La tâche a probablement été quelque peu facilitée de par ses acquis des Yardra et de Pibara, mais Beerus est rentré dans le dur et a compris, selon les principes stoïciens, comment dénouer le personnage de Vegeta et le faire évoluer vers l'Ultra Ego, lors d'une sorte de défi ou de combat d'entraînement entre les deux. En même temps qu'il cassait littéralement la gueule à Vegeta, Beerus cette fois-ci ne s'est pas moqué de lui, mais au contraire,
a lu au sens figuré de ce dernier et a compris que Vegeta, malgré sa tentative de racheter ses actes durant l'arc Moro, avait toujours des regrets, des remords, des pensées sombres, que cela soit vis-à-vis de l'arc Namek, mais aussi bien avant. Les actions et agissements du peuple Saiyan, l'intégralité des conquêtes et génocides réalisés, que cela soit sous la coupe ou non de Freezer, peu importe. Les Saiyans restaient le couteau tranchant de la chair, tel celle du peuple céréalien, dont était issu et survivant Granola, arc parfait pour envoyer Vegeta à ses propres démons, vis-à-vis desquels il aurait pu sombrer littéralement, mais a été rattrapé en vol par Beerus qui l'a rehaussé vers les plus beaux sommets. Alors bien que son parcours à Vegeta ne sera pas parfait, à la fin de son combat face à Granola, il avouera de sa propre bouche que les enseignements de Beerus sont extrêmement durs à mettre en place et qu'il aurait eu du chemin encore avant d'y parvenir pleinement, et donc cette forme d'Ultra Ego était un peu une forme d'équivalent de l'Ultra Instinct non maîtrisé de Son Goku, comme on l'a vu dans son combat avant de déclencher l'Ultra Ego, lorsqu'il était en forme de base et en blue face à Granola, le plus puissant de l'univers. Bien que Vegeta a déployé une puissance moindre par rapport à l'Ultra Ego et moindre relativement à Granola, psychologiquement il avait l'ascendant sur l'Océranien. Ça avait d'ailleurs été la thématique d'une de mes reviews à l'époque. Les enseignements de Beerus étaient déjà en train de fonctionner. La maîtrise de soi, avoir la main totale sur ses émotions, a transcendé certaines de ses limites émotionnelles qui pouvaient caractériser Vegeta avant, vis-à-vis de son passé et du peuple dont il est issu, pour afficher une forme de calme intérieur et de concentration. Malgré la puissance et l'aspect bestial de sa forme, un sang-froid quasi naturel se détachait de lui. C'est d'ailleurs un arc au sein duquel Vegeta, au lieu de foncer tête baissée sur la menace, a tout d'abord démarré par une forme d'enquête, de terrain puis de questionnement de son opposant, pour comprendre si réellement il y avait matière à se foutre sur la gueule, mais aussi à dénouer le comment du pourquoi, pour pourquoi pas aboutir sur une forme plutôt pacifiste d'issue à ce conflit-là, mais également persévérer dans la maîtrise de ses propres émotions vis-à-vis d'un sujet qui vient les remuer totalement. Un survivant du peuple céralien, exterminé par les Saiyans, ça ne peut que parler à Vegeta. Même arc dans lequel Vegeta était en pleine recherche de la vertu. Cette fois-ci, et contrairement à l'arc Moro, Vegeta n'a pas fait d'erreur face à Granola. C'est simplement qu'il ne maîtrisait pas suffisamment ces principes stoïciens appliqués via l'Ultra Ego et les préceptes de Beerus. Il s'est totalement employé à ramener Granola vers le bon côté lorsque ce n'était pas possible, à défaire celui qui s'apparentait à une menace, à protéger par extension ses proches et pourquoi pas défendre la Terre même si le conflit n'y était pas. Mais il aurait pu s'y étendre. Après tout, si Granola cherchait le moindre Saiyan, son propre fils, sa propre fille et d'autres auraient été directement trouvés par ce dernier, il fallait donc trouver une issue, qu'elle soit par la force ou par la parole, sur la planète céréale. On a eu affaire à un Vegeta beaucoup plus juste, dévoué à des principes bien plus grands que sa modeste personne et l'histoire de son peuple, saupoudré d'une énorme dose de courage face à un être qui a utilisé d'un cheat code auprès d'un dragon sacré pour s'élever au plus haut rang de puissance de l'univers. Idem d'ailleurs lorsque Gas, encore plus puissant, se profilera face à lui, et de nouveau avec Black Freezer, face à qui ça semblait d'ores et déjà perdu avant même d'esquisser le moindre coup de poing. Là où Vegeta post-Ultra Ego fait très fort en matière de stoïcisme dans l'arc Granola, c'est vis-à-vis de l'acceptation du destin et de son destin. Là où Vegeta faisait très mal la distinction entre ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas durant l'arc Moro, c'est tout l'inverse qui s'est produit durant l'arc Granola. Que cela soit sur ce plan-là, ou celui de l'acceptation du destin qui est totalement lié. Après avoir littéralement acculé avec un A Granola, Vegeta Ultra Ego a poussé le céréalien à lancer une attaque sacrifice. L'une des failles de l'Ultra Ego étant le fait de devoir encaisser des coups pour devenir encore plus fort, qui est d'ailleurs l'un des principes également du stoïcisme, pas forcément d'encaisser physiquement, mais d'encaisser les épreuves de la vie pour que, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être humain, l'on connaisse sa réelle valeur. Et en plus de nos actions, comme c'est d'ailleurs dit dans l'un des films Rocky, ce sont aussi les épreuves par lesquelles nous sommes passés et desquelles nous avons pu triompher qui nous définissent et nous qualifient. Malheureusement pour Vegeta, il a énormément encaissé physiquement, sous-entendu également psychologiquement lors de ce combat face à Granola. C'est d'ailleurs pour cela que je trouve que cette bataille-là se démarque largement des autres de tout l'arc, mais cela est évidemment un autre sujet. Et arrivé à ce quasi-terme du combat, lorsque les réserves de Vegeta et son état de santé étaient proches du zéro, il n'avait même plus accès à l'Ultra Ego, ni à aucune forme de transformation d'ailleurs. Granola se sentait perdu mais avait encore un petit peu de jus, commença à déclencher une attaque suicide, littéralement. Explosion de la planète. Granola le dira de ses propres mots qu'il ne pourra pas parvenir au bout de ses objectifs, la vengeance de son peuple. Le vœu formulé auprès du dragon Torombo sera quasi vain, mais tant pis. Il emportera avec lui le prince, probablement Son Goku, et Granola ne pourra pas aller plus loin. L'attaque de Granola était tellement puissante pour Vegeta qu'il fut sauvé par Son Goku, mais avant cela,
avant que Son Goku n'intervienne. Vegeta a accepté son destin. Il a mis en avant le fait que l'Ultra Ego c'était pas mal, mais que son temps d'entraînement et de pratique était bien trop bref pour maîtriser les préceptes de Beerus, qu'il avait donc beaucoup de chemin à parcourir encore, et que la situation actuelle avait viré à l'incontrôlable. Qui dit incontrôlable dit ne pas concentrer son esprit sur ce point-là, il ne se produira quoi qu'il arrive. L'acceptation et la tranquillité vis-à-vis de la mort étant l'un des points principaux également du stoïcisme, de beaucoup d'autres courants philosophiques, et d'ailleurs pour vous rapporter certains propos d'un ouvrage de Frédéric Lenoir qui lui-même s'adonnait à une citation il me semble, philosopher, c'est composer avec la mort. Et pour revenir sur nos propres pas du stoïcisme, l'acceptation du destin à ce moment-là, Vegeta lui a pleinement ouvert les bras. Il ne pleurait pas, il n'était pas triste, il n'était pas déçu, il n'émettait aucun regret, il était même souriant d'une certaine manière. Son visage face à la mort paraissait apaisé, il n'avait pas rempli tous ses objectifs, mais il était serein. Il pouvait littéralement partir sans aucun grief à cet instant précis. Et c'est la solution à laquelle il s'est employé. Faire face à l'énorme attaque de Granola, cette situation était totalement hors du contrôle de Vegeta, et pour preuve, en guise d'appui, ce n'est pas Vegeta qui s'en est sorti, de lui-même il en serait mort, mais c'est Goku qui l'en a sauvé. L'ultra ego n'est donc peut-être pas l'ultra égoïsme, ou l'égoïsme poussé à son paroxysme comme l'expression traduite du japonais Wagamama no Gokui pourrait nous le sous-entendre, mais plutôt le fait de se recentrer sur la maîtrise totale de soi, sur le fait de s'adonner à ce que ce soi, cet ego, soit en recherche et en progression vis-à-vis de sa propre vertu, de sa sagesse, sa justice, sa modération et son courage, que ce soit puisse distinguer ceux qui relèvent de son contrôle ou non, et ce sans erreur de jugement, en étant tellement sûr de cela que bien qu'un stoïcien fera tout pour améliorer une situation qui peut l'être, il ne fera strictement rien, sera serein et tranquille, en acceptant son destin face à une situation hors de son contrôle, est absolument inévitable. Au passage, et bien que ça ne soit pas propre qu'à un seul courant de pensée et bien moins affilié au stoïcisme, je tiens tout de même à préciser que les personnes adhérant à ce courant de pensée ont pour pratique assez régulière la méditation. La première fois où l'on a vu Vegeta s'adonner plutôt à cela, c'était de nouveau dans l'arc Moro vis-à-vis de son entraînement avec Pibara, chose qu'il a refaite et qui a pu choquer de par certains propos l'audience ou les lecteurs lors de l'arc super-héros, aussi bien en film qu'en manga. Alors bien que cette scène autour de la méditation peut choquer sur certains aspects, le fait en soi que Akira Toriyama ait insisté pour que peu importe la version, il y ait une forme de méditation de Vegeta dans Super Héros, me fait penser qu'au final cette vidéo et les réflexions qui l'accompagnent vont dans le bon sens. À mon sens, cela résonne vraiment très fort avec l'histoire de Vegeta, en particulier durant l'arc Moro et Granola, tout comme le sujet concernant Boruto, dont je vous fournirai d'ailleurs le lien en description si vous l'avez raté et si vous avez apprécié ma manière d'aborder les choses concernant Dragon Ball Super aujourd'hui. Eh bien j'espère que mes quelques pensées du jour ne résonneront pas à vos oreilles comme du namek absolument incompréhensible, mais comme quelque chose qui vient plutôt les flatter et qui pousseront nos esprits à se rejoindre, pourquoi pas en zone commentaire. On a eu de très beaux échanges sous la vidéo Boruto, j'espère qu'il en sera de même ici. Une fois de plus, aborder ces sujets qui paraissent et qui sont triviaux dans le fond, mais en imitant beaucoup plus de moi et par extension de ma philosophie, de ce que j'apprends des divers courants philosophiques, me tient, je vous l'avoue, de plus en plus à cœur et me fait énormément plaisir à développer. Vous me direz s'il en est de même pour vous à la réception. Je suis terriblement curieux de vous lire à ces sujets-là, en espérant vous retrouver très prochainement sur d'autres. Je ne sais pas si cela est vertueux, mais flatter l'algorithme devient une nécessité. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche des notifications, à la partager et à la commenter si le cœur vous en dit. Merci absolument pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.